Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce débat électoral portant sur les enjeux agricoles en Montérégie, débat organisé par la Fédération du PA de la Montérégie dans le cadre des élections fédérales du 20 septembre prochain. Je m'appelle Jérémy Letellier et je suis président de la Fédération régionale de l'UPA de la Montérégie. Chaque cycle électoral, on répète l'exercice, on fait valoir nos enjeux aux différents partis politiques qui déposent une plateforme. Et tous les partis politiques réalisent que l'agroalimentaire, l'agriculture en particulier, c'est un enjeu extrêmement important. Je dirais que cette année, il y a un contexte qui est assez spécial parce qu'avec le contexte de pandémie que l'on vit actuellement, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne sont pas nécessairement impliqués dans le monde agricole, qui ont réalisé l'importance de l'enjeu de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec et partout au Canada. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous présenter la co-animatrice de l'événement d'aujourd'hui, donc Geneviève Blain, qui est à mes côtés, mais à 2 mètres, et qui est la directrice de la vie syndicale et des communications à la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Donc, on va enchaîner tout de suite avec le déroulement du débat. Donc, le début de la rencontre et la présentation des candidats, c'est où est-ce qu'on est actuellement. Ensuite, il y aura une présentation du programme de chaque parti en agriculture. Par la suite, il va y avoir des questions qui ont été identifiées sur les 5 enjeux agricoles et forestiers qui ont été préalablement choisis. Par la suite, à la fin de ces 5 questions-là, nous aurons droit à des questions des participants. Donc, on vous suggère, si vous avez des questions pour les candidats présents, de les mettre dans le chat, donc de les mettre dans le volet conversation de votre écran. Indiquez votre provenance, indiquez votre question et ensuite à quel parti ou auquel parti vous voulez adresser cette question-là. Ça peut être des questions ou des commentaires. Ensuite, il va y avoir le mot de la fin de chaque parti pour viser une fin de rencontre vers 13h30. Avant de commencer, donc, juste stipuler les rôles de l'animation, donc poser les questions sur les 5 enjeux, animer les échanges et faire respecter les consignes, faire respecter les droits de parole, faire respecter les temps de parole, faire respecter le déroulement et la procédure, assurer que la rencontre se déroule dans le respect des personnes et favoriser l'écoute afin que tous comprennent bien ce qui est dit. Sans plus tarder, je vais vous présenter les candidats qui sont présents parmi nous aujourd'hui, qui nous font l'honneur de participer au débat. C'est un débat qui est à l'échelle de la Montérégie. Par coïncidence, les 4 candidats qui sont présents avec nous sont tous présents qui cherchent tous à se faire élire dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagot. Mais ils savent quand même très bien que les enjeux qui vont être présentés aujourd'hui touchent l'ensemble des producteurs agricoles de la Montérégie. Donc, pour le Bloc québécois, on a M. Simon-Pierre Savard-Tremblay. M. Tremblay, je ne sais pas si vous voulez saluer tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. M. André Lepage, du Parti conservateur. Bonjour tout le monde. Il est là. Merci beaucoup. Pour le Parti libéral, Mme Caroline Joanne Boucher. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et pour le nouveau Parti démocratique, Mme Brigitte Sansouci. Est-ce que Mme Sansouci est avec nous? Donc, on va enchaîner, Mme Sansouci, si vous réussissez à vous connecter, faites-nous le savoir. Donc, je vais passer immédiatement la parole à Geneviève, qui va poursuivre avec la suite des événements. Oui, alors juste avant le début de la rencontre, nous avons procédé au tirage au sort pour savoir qui débuterait. Alors, c'est Mme Boucher qui va débuter, ensuite Mme Sansouci du NPD, ensuite M. Savard-Tremblay du Bloc québécois et M. Lepage du Parti conservateur. Alors, la première partie va être, et ensuite, on va faire une rotation. Alors, la deuxième question, ça va être le parti 2 qui va répondre en premier. Alors, nous commençons maintenant avec la présentation du programme de chaque parti en agriculture. Alors, ils auront 4 minutes pour vous présenter rapidement leur programme en agriculture. Alors, nous allons chronométrer le temps de parole et je vous en informerai quand ça va être terminé. Alors, j'invite maintenant la première candidate, Mme Boucher, à faire son 4 minutes de présentation des enjeux de la plateforme de son parti en agriculture. Parfait. Merci beaucoup. Je pensais qu'on avait un petit temps pour se présenter personnellement. Est-ce que ça fait partie de ce 4 minutes-là?
Oui, d'accord. Alors, c'est parti. Donc, je ne vois pas le chronomètre. Je le vois, vous allez me le dire, en tout cas, dans tout ça, j'imagine. Alors, je vous remercie de l'invitation et c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Caroline Jones-Boucher, je suis agronome de profession. Et dès que j'ai fait le choix d'étudier en agronomie, je me suis toujours dit que la population aurait toujours besoin de manger. Et c'est bien le cas et nous l'avons vu en fait dans les derniers 18 mois. Lorsque j'ai terminé mon cours en agronomie, la seule place auquel je voulais travailler, c'était à l'UPA. À l'UPA, et c'est ce qui s'est réalisé. J'étais assez tenace. En fait, j'étais allée travailler au niveau des fédérations régionales de Québec. Par la suite, c'est un enchaînement de postes que j'ai fait auprès des productrices et des producteurs agricoles, des villes, municipalités, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, université et j'en passe. Donc, j'ai un background au niveau agricole quand même assez élargi. Puis, vous savez, les 12 premiers clubs conseils en agro-environnement qui ont vu le jour dans les années 1993, ben, j'étais de cette première cohorte-là. Donc, maintenant, je suis directrice adjointe et directrice de la division génie chez Groupe FBE Bernard Expert à Saint-Hyacinthe. Je coordonne. Il y a une équipe de techniciennes, techniciens, ingénieurs, agronomes, etc. Ce qui me permet de comprendre votre réalité et de bien l'exprimer par la suite pour exprimer, en fait, les difficultés auxquelles vous faites face à tous les jours dans le but de vous représenter, en fait, au niveau du gouvernement. Bien certainement, en fait, je n'étais pas candidate et je n'étais pas élue déjà. Donc, c'est nouvellement pour moi. Au niveau de qu'est-ce que le gouvernement a fait avant et qu'est-ce qu'il va faire par la suite, bien, il n'en tient qu'à nous de ce côté-là. Il est sûr et certain, en fait, que les différents programmes pour les changements climatiques qui nous affectent tous et toutes, il y a beaucoup de travail, en fait, qui reste à faire là-dessus. On peut voir, en fait, qu'il y a, pour s'adapter, changement climatique, nouveaux programmes qui se mettront en place là, au niveau du parti. La gestion de l'offre, je pense que le dossier y est réglé. Le gouvernement libéral n'y touchera pas. Il n'y a rien à faire de ce côté-là et ils ne l'ont pas fait de toute façon de concession dans l'accord avec le Royaume-Uni. Donc, c'est terminé, c'est bloqué. Il n'y a pas de choses qui vont se baser de ce côté-là. Je pense que le Parti libéral et qu'est-ce que je vais en faire aussi apporter, c'est vraiment votre voix vraiment au niveau des comment je pourrais dire, des demandes que vous aurez à faire, c'est ça que je vais lancer. Il y a la politique aussi alimentaire du Canada afin de mettre en place un système alimentaire en fait plus sain et durable. C'est vraiment quelque chose pour qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire aussi. Il y a le financement d'urgence sans précédent qui a été donné, que ce soit tout au long de la PCU, de la pandémie, assurer la sécurité des travailleurs, le bon fonctionnement aussi de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il y a de l'argent, en fait, qui est allé au niveau du fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire, encore une fois, afin de soutenir des milliers de banques alimentaires qui ont connu des pics de demande pendant la pandémie. Le programme de récupération. Merci beaucoup, Mme Boucher. Votre 4 minutes est terminée. Parfait. Alors, on va aller avec le parti 2, Mme Sans Souci du NPD. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Comme l'a dit d'entrée de jeu, Monsieur le Président, la pandémie a permis à la population de réaliser à quel point l'agriculture est un secteur essentiel et vital de notre économie, ce qui a suscité l'engouement, puis qui est encore là. Pour moi, ce n'est pas un engouement, c'est là pour rester, pour l'achat local. Il est temps d'avoir un gouvernement fédéral qui travaille réellement aux côtés des agricultrices, des agriculteurs et des fermes familiales d'ici. Partout au pays, les gens sont très fiers et avec raison de l'adoption de pratiques agricoles durables, de la réduction des gaz à effet de serre ou de l'adaptation des fermes au changement climatique. L'agriculture est un moteur important de notre économie ici en Montérégie. Le NPD, bien sûr, vous le savez, protégera entièrement la gestion de l'offre dans toutes les négociations commerciales dans le but de garantir notre souveraineté alimentaire, de protéger l'environnement et notre santé.
Comme demandé par les productrices, par les producteurs agricoles, le NPD protégera à leur côté la gestion de l'offre dans son intégralité, compensera entièrement toute perte occasionnée par les mauvais choix qui ont été faits dans le passé par les libéraux et les conservateurs, que ce soit dans les négociations ou la signature des ententes, et augmentera les investissements pour aider nos agricultrices et nos agriculteurs. Le Parlement doit enfin adopter un projet de loi pour faire cesser les concessions sur la gestion de l'offre advenant d'autres traités commerciaux internationaux. Il est nécessaire aussi de s'assurer de la réciprocité des normes avec nos partenaires commerciaux afin que nos producteurs agricoles compétitionnent à armes égales avec les produits qui entrent au Canada. Ça n'a pas d'allure qu'on ait des normes aussi sévères et qu'on laisse entrer ici des produits qui n'en tiennent pas compte. Nous devons être fiers et valoriser l'agriculture d'ici puisqu'elle est produite en respectant des normes de très haute qualité. Il est donc primordial de soutenir l'agriculture locale en facilitant l'accès au marché pour les producteurs agricoles, car manger local, c'est cultiver l'économie d'ici. La stratégie alimentaire canadienne du NPD, qui comprend aussi un volet contre le gaspillage alimentaire, propose une approche pan-gouvernementale pour répondre aux besoins et aux priorités régionales en investissant dans nos communautés agricoles, en soutenant les jeunes et les nouveaux agriculteurs et agricultrices et en prenant des mesures pour s'assurer que les moyens de subsistance ruraux soient durables. Nous croyons aussi que chaque enfant devrait avoir accès à des aliments sains et que personne ne devrait apprendre le ventre vide. Un récent rapport de l'UNICEF classait le Canada au 37e rang sur 41 pays en ce qui a trait à l'accès des enfants à des aliments sains. Et malgré l'urgence, le gouvernement libéral n'a proposé aucun financement pour en améliorer l'accès. Nous travaillerons en partenariat avec les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones à l'élaboration d'un programme pan-canadien de nutrition scolaire. Il faut appuyer les provinces, les territoires pour que les enfants aient accès à des aliments sains. Nous savons également qu'il est difficile de faire croître une entreprise sans une infrastructure de communication moderne. C'est pourquoi les néo-démocrates veilleront à ce que l'infrastructure à large bande, à haute vitesse et de téléphonie cellulaire soit disponible pour connecter les agricultrices, les agriculteurs et les collectivités rurales aux services et aux outils dont ils ont besoin, peu importe où ils se trouvent. Au NPD, nous avons toujours défendu l'agriculture si vitale pour notre économie régionale. Et vous le savez, quand j'ai été 4 ans comme députée, j'étais à vos côtés. Merci. Alors, c'était parfait. Presque 4 minutes top chrono. J'ai mon minuteur. Oui, ça paraît. Merci, Madame, sans souci. Maintenant, on va être autour du parti 3. Alors, M. Savard Tremblay du Bloc québécois. Bonjour, laissez-moi juste un instant. Je lance mon minuteur. Je suis beaucoup moins discipliné que d'autres par rapport à ça. Alors, c'est parti. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à saluer par ailleurs mes collègues, Mme Boucher, Mme Sans Souci, M. Lepage. Content d'être avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a personne ici qui niera l'importance de l'agriculture. Donc, partons sur de bonnes bases. Soyons dans une approche collaborative. Nous sommes dans un débat démocratique. Je pense qu'il n'y a personne ici non plus qui serait un mauvais député non plus par rapport à la question de l'agriculture. Maintenant, nous sommes dans un débat démocratique. Il y a certes des divergences au niveau des visions. Moi, pour ma part, je suis un ancien universitaire. J'ai travaillé beaucoup sur les questions de mondialisation et les questions de développement économique. Et également, quand j'étais dans les médias, je traitais régulièrement des questions d'agriculture. Pour moi, ça s'inscrit. L'agriculture fait partie de toutes ces questions-là parce qu'on ne peut pas traiter ce marché-là comme si c'était un marché parmi d'autres. C'est aussi simple que ça. Il s'agit tout simplement des aliments qui se retrouvent dans nos assiettes. Il faut voir les choses ainsi. Il s'agit des aliments. Les agriculteurs, c'est probablement la seule profession dont on a besoin chaque jour. On a besoin d'un comptable peut-être une fois par année pour nos impôts. On a besoin d'un avocat quand il y a un litige. Mais les agriculteurs, c'est 3 fois par jour. Puis la première chose qu'on fait à chaque jour, c'est d'ouvrir notre frigidaire. Rappelons-nous-en. Rappelons-nous de l'importance de l'autosuffisance en matière alimentaire. Je vais vous parler un petit peu, je regarde mon temps en même temps, de certains chantiers sur lesquels nous avons travaillé au cours de la dernière législature et dont certains sont inachevés, d'autres qui ne le sont pas, mais qui vont quand même nécessiter une surveillance accrue. Je
pense notamment à la question de la relève agricole. Le fameux projet de loi C-208, quand je vous dis qu'on est dans une approche collaborative, ça a été un projet de loi parrainé par les conservateurs et co-parrainé par le Bloc. Donc, on n'a pas de problème à travailler les oppositions ensemble quand il s'agit de pousser pour certains dossiers clés comme ça. Ça a été long de le faire appliquer. Finalement, là, il serait appliqué. Il y a certains détails, notamment aux neveux et nièces, qui ne sont pas réglés, comme vous le savez, encore mieux que moi. Mais on va surveiller de près les changements que le gouvernement veut proposer par rapport à ça. Le dossier des compensations, on a énormément poussé là-dessus aussi. Ça tardait, mais on a énormément poussé. Ce n'est pas terminé, puis on ne lâchera pas jusqu'à ce que ça soit fait. Comptez sur nous aussi. On a aussi beaucoup travaillé sur la question des travailleurs étrangers. On se souvient de la catastrophe Schwitscheld qu'il y avait eu pendant l'hiver. Puis quand je vous dis approche collaborative, à un moment donné, notre porte-parole en agriculture, M. Perron, a approché la ministre de l'Agriculture à propos d'un dossier sur lequel il avait interpellé les producteurs et productrices agricoles, qui était celui de la cote de crédit pour la Commission canadienne du lait. Puis on a réussi, à force de négociation, à l'augmenter à 500 millions. Donc, en collaboration avec les acteurs du milieu. Pour moi, ça, c'est du travail politique qui est constructif. Puis, je vais vous dire aussi être personnellement intervenu sur quelque chose, une question qui va malheureusement occuper de plus en plus de producteurs et productrices, préoccuper de plus en plus de producteurs et productrices, et c'est malheureusement la question des intrusions dans les fermes, les intrusions de militants dans les fermes. Encore une fois, ce n'était pas notre projet de loi, mais on est intervenu là-dessus avec grand plaisir. Maintenant, notre projet de loi à nous qui a le plus cheminé, qui est un gigantesque gain, malheureusement inachevé, c'est le projet de loi, bien sûr, protégeant intégralement la gestion de l'offre. Il y a eu assez de promesses des grands partis de gouvernement par rapport à ça. Il faut qu'on l'interdise maintenant, qu'on enlève de la table les secteurs sous gestion de l'offre par force de loi. Une loi, ça va toujours valoir plus que des promesses. Et ça va être extrêmement important. On avait réussi à le faire adopter en deuxième lecture, à le faire adopter au comité, qui était le mien, le comité sur le commerce international. Maintenant, il sera majeur qu'on l'adopte de façon finale. On va le redéposer après l'élection. On va le faire. On ne lâchera pas le morceau. Je vois qu'il me reste 1 seconde. Je vous remercie tout le monde. Merci, M. Samar Tremblay. Alors, on serait rendu au Parti conservateur, M. Lepage. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais tout d'abord me présenter, André Lepage. Je suis un fellow comptable agréé de formation, un jury comptable et un ancien policier également. J'ai fait ça pas mal toute ma vie. Ça m'a amené, j'ai travaillé dans des grands cabinets, j'ai été associé dans des grands cabinets. Je connais très, très bien la région de Saint-Hyacinthe. J'y ai fait mes loisirs pendant de nombreuses années. Je suis trompettiste, j'ai joué avec la Philharmonique de Saint-Hyacinthe. J'ai voulu me présenter ici. J'ai eu des partenaires d'affaires ici, j'ai de la famille qui est ici. Alors voilà, ma famille, origine de la ferme, pas moi, mais j'apprends quand même assez vite. Donc, juste pour commencer, j'aimerais juste présenter, on entend souvent parler là, de notre plan, mais vous pourrez aller le voir, le consulter directement. C'est quand même, il y a beaucoup de pages là-dedans, là, mais tout ce qui est nos engagements concernant le secteur agricole est là-dedans. Je vais aller directement au but. Je veux tout d'abord parler de la gestion de l'offre. Notre parti va toujours défendre, il a toujours appuyé et va faire la promotion de la gestion de l'offre. On l'a dit à quelques reprises. Récemment, d'ailleurs, le chef s'est présenté dans mon comté, ou dans le comté ici, à 2 reprises. On a eu des rencontres avec les représentants du l'UPA. Il le dit à M. Groslot, également lors de conférences de presse au niveau national. Il l'a également mentionné. Il l'a mentionné encore lors du congrès le 1er septembre dernier, votre congrès à l'UPA. Donc, la gestion de l'offre, nous, là, ça, c'est clos. Il n'y aura plus jamais aucune concession à ce niveau-là. Au niveau de la loi, comme parle Simon-Pierre, de passer avec une loi, nous, on a eu un vote. Il y a eu un vote là-dessus, c'était un vote libre. Les députés québécois ont voté pour, il y a des députés à l'extérieur du Québec qui ont voté contre, pas parce qu'ils étaient contre la gestion de l'offre, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des anomalies dans ce projet de loi-là. Parce que quand on négocie au niveau international, c'est des accords internationaux, c'est comme un joueur de poker qui montrerait ses cartes avant de commencer la game. Donc, ils préféraient, eux, ne pas faire ça. Mais vous avez notre engagement à ce niveau-là. Au niveau du renforcement de l'autosuffisance alimentaire, moi, il y a une chose qui m'est très à cœur, c'est la création d'un centre national de recherche et développement sur l'autosuffisance alimentaire. La pandémie nous a appris 3 choses. Il faut être autosuffisant au niveau des vaccins, autosuffisant
au niveau de la fabrication d'équipements médicaux, qu'il faut renforcer notre autosuffisance alimentaire. Donc, c'était mon idée avec mon équipe. Ça a fait du chemin. On a préparé un petit document. On est allé voir des experts dans le domaine ici à travers le comté. On l'a présenté au parti. Ça a été accepté. Le chef l'a accepté et on en a fait l'engagement et on l'a annoncé. Si jamais on forme le prochain gouvernement, on va mettre sur pied à Saint-Hyacinthe, on va créer un centre de recherche sur l'autosuffisance alimentaire. On va également payer dans les 100 premiers jours, où on va devenir le prochain gouvernement, toutes les compensations qui sont dues aux producteurs et aux transformateurs au niveau de l'accord économique, commercial et global européen et l'accord aussi avec les États-Unis et le Mexique. On va faciliter également et réduire les semaines d'attente pour la main-d'œuvre étrangère dans les productions agricoles. Il y a trop de paperasse, il y a trop de bureaucratie. Il faut réduire ça, il faut faciliter ça, il faut réduire les délais. On va s'y attaquer. Notre projet de loi 208, comme Simon l'a mentionné, c'est un projet conservateur. On a des craintes présentement parce que le Parti libéral nous a fait peur, le gouvernement nous a fait peur qu'il voulait reviser le projet de loi. Même s'il a obtenu la sanction royale, il ne voulait pas l'appliquer. Alors ça nous inquiète. Alors ça, on va regarder ça aussi. On veut mettre des normes pour tous les produits alimentaires importés. On veut la réciprocité des normes. Présentement, il n'y en a pas. On va retirer également les limites de nos exportations de lait en produits crémés. On veut travailler là-dessus. On veut négocier avec les Américains à ce niveau-là. Et également réduire les risques en réformant les programmes de risque pour l'entreprise agricole. Alors, merci beaucoup. Alors, votre 4 minutes est terminée. Alors, pour les prochaines questions, les gens vont voir le chronomètre à l'écran en même temps que la question. Alors, justement, on s'en va au thème 1, qui est soutenir davantage l'agriculture de chez nous. Alors, je vais laisser M. Letellier présenter la question et chacun des candidats va avoir 2 minutes pour y répondre. Merci beaucoup, Geneviève, et merci aux candidates et aux candidats. Ça met bien la table justement pour le volet des questions qui ont été préalablement identifiées. Donc, voici la première question. Parmi les pays de l'OCDE, le Canada est celui qui a le plus diminué son soutien à l'agriculture ces dernières années. Les producteurs américains reçoivent des transferts budgétaires 2 fois plus élevés que les producteurs canadiens. Un investissement de 2,6 milliards de dollars par année est requis. Question 1. Est-ce que votre parti s'engage à augmenter les budgets consacrés au secteur agricole, à maintenir l'ensemble des programmes de gestion des risques et les bonifier dès cette année pour qu'ils soient mieux adaptés aux risques émergents et à réduire les coûts d'adhésion au programme pour la relève? Alors, maintenant, ça va être la parole à Madame Sans Souci du NPD. Alors, vous avez 2 minutes. Oui, du temps. Donc, effectivement, malgré le fait qu'il y a eu des rapports, des recommandations, que les enjeux sont bien connus du gouvernement fédéral, on l'a vu dans les dernières années, il n'y a pas eu d'amélioration des programmes de gestion de risque. Les budgets consacrés au secteur agricole doivent bien sûr augmenter et l'ensemble des programmes de gestion de risque doit être maintenu et bonifié pour qu'ils soient mieux adaptés aux risques émergents. On veut aussi au NPD mettre en place d'autres types de programmes, que ce soit au niveau de la protection des paiements pour les productrices et producteurs agricoles dans les fruits et légumes, de prendre des mesures immédiates pour aussi rétablir la protection pour les producteurs qui vendent aux États-Unis avec la loi américaine sur les denrées agricoles périssables. On le sait de façon régulière, les budgets accordés en agriculture sont négociés avec le gouvernement du Québec. Les transferts pour bonifier les programmes d'aide financière doivent être beaucoup plus importants. Mais aussi, quand on parle d'agriculture, on parle aussi, il faut le voir aussi dans une perspective, pour moi, d'occupation du territoire. Oui, des budgets en agriculture, mais moi, je pense qu'il faut aussi penser en termes de budget en infrastructure. Il faut que nos collectivités rurales aient les moyens nécessaires parce que pour faire rouler une ferme, ça prend aussi des routes, ça prend des ponts. Il faut que les villages soient en vie. Donc, il faut qu'il y ait aussi des budgets pour les infrastructures. Il faut travailler avec les provinces, avec les municipalités. Il faut vraiment que les soutiens financiers à l'agriculture, les soutiens financiers qui descendent dans les collectivités rurales soient bonifiés. Puis il faut un travail avec les provinces, avec les municipalités pour y parvenir pour que nos territoires restent en vie. Je vous remercie. Alors, merci, Madame Sans Souci.
Alors, on va y aller avec le Bloc québécois, M. Savard-Tremblay. Bonjour, bien sûr, effectivement, c'est un non-sens que j'ai dit bonjour, rebonjour. C'est un non-sens, bien entendu, que le financement soit de 8 aux États-Unis et de 4 seulement au Canada. Il faut soutenir nos fermes familiales en tout point. Il faut augmenter sans aucun doute, là, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus qu'il faut augmenter les budgets consacrés au secteur agricole. Puis aussi, je mentionnerais qu'il faut maintenir l'ensemble des programmes, parce que qui dit financement dit également programme. Il faut maintenir l'ensemble des programmes de gestion des risques des entreprises agricoles actuelles, mais les bonifier, puis ça, dès cette année, pour qu'ils soient mieux adaptés aux risques émergents. Parce que l'ensemble des candidats ici l'ont mentionné, la pandémie a ajouté une part de risque là-dessus, puis je dirais même, elle n'a pas créé une situation difficile pour l'agriculture, elle l'a renforcée, elle l'a mis au goût du jour. Donc là-dessus, il faut bien entendu travailler, bonifier immédiatement ces programmes-là. Donc on parle d'agri-stabilité, on parle d'agri-investissement, mais bien entendu, vous me direz combien de temps il me reste, mais je pourrais aussi m'aventurer sur les réformes qu'il faudrait apporter à ces programmes-là pour qu'ils soient de plus en plus accessibles. Combien de temps j'ai? Monsieur ou madame? Il vous reste 1 minute. Oh, OK, parfait. Bon, je vais m'aventurer là-dessus alors. Alors, je crois aussi qu'au-delà, bien sûr, il faut les bonifier, ces programmes-là, mais il faut aussi baisser le seuil d'activation du programme Agri-Stabilité à 85 de la marge de référence au lieu de 70 Puis il faut relever le plafond du seuil de référence pour que les fermes puissent retirer l'assurance nécessaire en fonction de la valeur de leur entreprise. Puis au niveau d'agri-investissement, il faut investir un montant ponctuel sans contrepartie des producteurs pour leur donner un coup de pouce dans la réorganisation de leur travail dans le contexte de la pandémie. Puis à plus long terme, bien sûr, faire augmenter à 3 ans la contrepartie du gouvernement pour qu'à terme, le seuil soit haussé à 20 000 Donc oui, financer avantage, il faut que le budget au moins accote celui des Américains en cette matière, mais au-delà de ça, réformer aussi les programmes, bien qu'il faille les bonifier financièrement. Alors, merci beaucoup, M. Savard-Tremblay. Alors, M. Lepage, des conservateurs. Oui. C'est à votre tour. Oui, d'accord, merci. Oui, effectivement, il faut augmenter les différents budgets et pour ce faire, il faut gouverner. Si on veut transformer en action, en loi, nos engagements électoraux, pour ça, il faut gouverner. Donc, à part la création, bien sûr, du Centre national de recherche et développement, qui va être un investissement initial de 7 millions de dollars, également les compensations qu'il faut absolument payer là, et qui n'ont pas encore été payées. Oui, il faut revoir toute la gestion des risques des entreprises agricoles. C'est dans notre plateforme également de réformer les différents programmes de gestion pour l'entreprise parce que présentement, ils sont trop restrictifs. Donc, il faut les revoir. Entre autres, on veut revoir les programmes agri-investissement, les programmes agri-relance également. Et c'est aussi, on voudrait rassembler les différents, parce qu'on ne veut pas faire ça en silo, là, en isolation. On veut rassembler les différents intervenants du secteur agricole on veut faire un genre de réunion de type sommet avec le ministre de l'Agriculture pour discuter de ces différents programmes d'assurance-là, comme le programme Agri-Stabilité, les différents enjeux. Et à la suite de ça, bien, on va faire les réformes qu'il faut et on va adapter, on va corriger, on va bonifier ces différents programmes. Voilà, merci. Oh, il me reste 30 secondes. Je voudrais aussi, naturellement, au niveau, on a dans notre plan d'investir 3 milliards de dollars d'ici 2030 pour trouver des solutions là, climatiques naturelles sur la gestion des forêts. On n'a pas parlé de la gestion des forêts, mais des cultures et des pâturages. Merci. Merci, M. Lepage. Alors, Mme Boucher, du Parti libéral. Oui, alors, donc, la gestion des risques là, pour les entreprises, comme vous avez mentionné, l'agriculture, c'est une juridiction en fait partagée entre le fédéral et le provincial et les responsabilités au niveau provincial se concentrent surtout sur les actions concrètes et les services directs aux productrices et aux producteurs agricoles sur le territoire. Dans l'argent qui est redonné ou redistribué, j'en ai des exemples concrets qui ont été lancés, les programmes, lancement des programmes agri-diversité ou quoi que ce soit. Le gouvernement libéral a prévu de faire, en fait,
la révision des programmes de gestion de risque et veut les améliorer pour offrir un filet de sécurité pour les productrices et les producteurs adaptés aux enjeux d'aujourd'hui et vont répondre aux risques auxquels les producteurs font face, les changements climatiques, la volatilité des marchés, etc. La vie à la ferme, comme vous le savez, en fait, c'est même lorsque ça va bien, les conditions météo, les parasites, les conditions du marché, les relations interpersonnelles et bien plus, ça peut avoir des répercussions assez grandes. Et le gouvernement a toujours été là pour aider les entreprises et les producteurs agricoles de ceux-là. C'est sûr et certain qu'il y a des choses qu'il va falloir planifier, organiser ou quoi que ce soit. Il y a des politiques alimentaires du Canada, des financements d'urgence qui ont été mis en place, le lancement du tout programme de récupération d'aliments excédentaires qui a été mis aussi en place. Il y a de l'argent qui est là. Des nouveaux programmes d'investissement pour les fermes, développement des marchés, totalisant 691 millions de dollars, feront en sorte que nos fermes d'œufs et de volailles soient viables pour les générations à venir. De l'aide pour les transformateurs aussi. Le leadership du gouvernement dans l'orientation des efforts qui vont être faits sont là et vont vous appuyer, les producteurs agricoles. J'ai à peu près terminé. J'ai regardé le timer. Le timer en avant de moi. Merci, Madame Boucher. Alors, on va être rendu au thème 2, assurer la continuité des gains environnementaux. Alors, je laisse M. Letellier poser la question. Oui, donc la question 2. Les agriculteurs sont des acteurs de changement en matière d'agro-environnement, malgré le fait que le soutien gouvernemental est moins élevé que nos principaux compétiteurs. Les attentes sociétales sont de plus en plus élevées, ce qui amène des coûts supplémentaires pour les entreprises agricoles. Le sous-financement et l'instabilité allouée à la recherche agronomique freinent nos élans. Est-ce que votre parti s'engage à reconnaître pleinement les efforts des entreprises agricoles, à rétribuer les biens et services écologiques, à soutenir les fermes face au changement climatique et à appuyer davantage la recherche et l'innovation et à faciliter l'accès? Alors, on va débuter cette question avec M. Savard-Tremblay du Bloc québécois. Je vous remercie. Je vais vous dire d'emblée, il y a quelque chose, moi, qui profondément a tendance à m'énerver, c'est quand on traite les agriculteurs et agricultrices comme un milieu de pollueurs. Je vous parlais tout à l'heure de certaines intrusions de militants, là. Ça, c'est plus sur l'aspect bien-être animal, mais ça m'énerve profondément que souvent, qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée de votre réalité se permettent de vous regarder de haut. Il faut les changements climatiques, les agriculteurs et agricultrices avec leurs terres, puis il y a des terres d'une très, très grande qualité en Montérégie, dans ce garde-manger du Québec qui est la Montérégie, il faut véritablement comprendre que les agriculteurs et agricultrices seront les véritables premières victimes des changements climatiques. C'est pourquoi il faut vous aider à être vous-même des grands acteurs de changement sur cette question. Puis on sait pertinemment que de votre côté, les efforts peuvent être là, mais ce n'est pas à nous. C'est à nous, la classe politique, de vous offrir les options. C'est pour ça que nous, là, véritablement, à tout point, quand on parle notamment de la question des pesticides, là, parce que oui, on est favorable à l'ensemble des choses qui sont demandées par l'UPA, c'est-à-dire le financement permanent de la révision, le maintien des normes biologiques au Canada, l'imposition aux produits biologiques importés, les mêmes exigences que celles qui sont demandées aux entreprises canadiennes, d'offrir un programme de partage des coûts de la certification biologique, un soutien direct et récurrent pour assurer le maintien des pratiques associées à la production biologique et d'accroître, parce que tout est recherche scientifique, le soutien à la recherche et au transfert technologique en production biologique. Donc, on est favorable à tout ça à 100%. Puis quand on parle, soyons clairs sur une chose, quand on parle de retirer certains pesticides comme les néonicotinoïdes, on est bien sûr conscient que c'est une transition, que c'est pas demain matin qu'on va vous imposer ça parce que ça serait une catastrophe pour vous, catastrophe financière et même au niveau de vos champs. Donc, on est conscient qu'il faut des fonds pour favoriser cette transition-là en tout point. Vous êtes des acteurs de changement qui avaient à cœur l'importance de la terre et de l'environnement, puis on va être là avec vous. Merci, M. Savard-Tremblay. Alors, on va aller avec le Parti conservateur, M. Lepage, pour la question du thème 2. Oui, merci beaucoup.
pour nous, la protection de l'environnement, ça a toujours été là, une valeur conservatrice, essentiellement. Parce que notre parti a été créé par des agriculteurs, par des chasseurs, par des... On ne vous entend pas, M. Lepage. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. La protection de l'environnement, ça a toujours été une conservatrice de notre parti. Notre d'ailleurs a été créé par des agriculteurs. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, très bien. Okay, notre parti a été créé par des agriculteurs, des chasseurs et des pêcheurs. Je suis moi-même chasseur et pêcheur. A été créé par des gens qui vivent sur la terre et près des eaux, qui veulent conserver, bien sûr. Notre plan pour la lutte au changement climatique, d'ailleurs, on est le seul parti qui a un plan écrit. On peut se faire attaquer, mais parce que nous, on a quelque chose qu'on a mis sur... On l'a vraiment écrit. On va investir 3 milliards de dollars d'ici 2030 pour trouver des solutions naturelles axées sur la gestion des forêts, des cultures et des pâturages et la restauration des prairies, des milieux humides, des forêts. On va reconnaître aussi et encourager des pratiques permettant de réduire les émissions comme le travail minimal de sol ou la gérance des nutriments 4B. Notre plan inclut également des incitatifs pour aider les agriculteurs et les propriétaires terriens à protéger et à restaurer l'infrastructure naturelle. Et ça va être un élément, naturellement, qui va être touché et couvert par notre Centre national de recherche sur l'autosuffisance alimentaire. Merci. Merci, M. Lepage. Alors, ça va être au tour de Mme Boucher du Parti libéral. Oui, alors donc, pour ce qui est de l'agro-environnement ou les gains agro-environnementaux, vous êtes depuis longtemps les acteurs du changement en agro-environnement. Les changements climatiques sont réels et les Canadiens, et ça, ils sont réels, j'imagine que vous le savez, sont réels et les Canadiens veulent des mesures concrètes pour lutter contre ces changements. Des solutions créatives, des technologies innovantes sont indispensables pour vous aider à faire face à ces changements. L'important, c'est de vous appuyer dans cette transition et de développer une approche basée sur des résultats. Vous prenez soin de votre terre depuis toujours et c'est pour ça que vous êtes des leaders en agriculture durable. Le Parti libéral va travailler avec vous à restaurer et à améliorer plus de milieux humides, de prairies, de tourbières afin de capturer et entreposer du carbone. Augmenter le soutien aux agriculteurs pour développer et adopter des pratiques de gestion agricole qui réduisent les émissions, entreposent du carbone dans un sol sain et permettent de renforcer la résilience. Veillez à ce que la moisson, le pâturage en rotation, la gestion de l'azote dont tous partie d'un plan d'agriculture écologique. Tripler le financement des technologies propres pour les exploitations agricoles, notamment en matière d'énergie renouvelable, d'agriculture de précision et d'efficacité énergétique. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement libéral a annoncé un investissement de plus de 50 millions de dollars dans l'ARLA et la recherche sur la lutte antiparasitaire d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Instaurer un crédit d'impôt à l'investissement pour aller jusqu'à 30 % pour un éventail de technologies propres, y compris tout ce qu'il y a comme service en tant que tel, des investissements de plus d'1 demi-milliard aussi de dollars en soutien direct aux agriculteurs qui a permis l'adoption de pratiques plus résilientes. Vous le savez, vos clubs agro-environnementaux sont là pour vous aider et c'est pour ça on leur donne de l'argent de ce côté-là. Alors, pour trouver des choses résilientes au niveau du réchauffement climatique et des technologies. Merci, Mme Boucher. Alors, Mme Sans-Souci du NPD. Oui. La façon dont nous cultivons aujourd'hui, élevons le bétail, consommons les aliments a également un impact sur notre avenir climatique et sur la nutrition de tout le monde. Le gouvernement fédéral doit accroître le soutien agro-environnemental aux provinces dans le contexte où la plupart des pratiques agricoles bénéfiques pour l'environnement engendrent des coûts et des risques pour les entreprises agricoles. Nous soutiendrons l'agriculture durable en travaillant avec les agriculteurs, les agricultrices d'ici pour promouvoir des techniques et méthodes de gestion durable, vous les connaissez d'ailleurs déjà beaucoup, des terres afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous travaillerons aussi avec les gens de ce secteur pour qu'ils puissent accéder à des outils et des technologies à faible émission de carbone et s'adapter ainsi au changement climatique et autres répercussions
de la crise climatique. On en a vu d'autres aussi, que ce soit l'augmentation des parasites ou l'augmentation des espèces envahissantes. Peut-être que vous le savez, lorsque j'étais députée, j'ai présenté une motion au Parlement demandant un soutien pour un programme de compensation pour les bandes riveraines, qui est en le fond un programme de rétribution pour biens et services écologiques, qui va dans le sens là, du nouveau programme là, AgriVert qui est demandé par l'UPA, qui vise à rémunérer les producteurs qui respecteront les exigences environnementales ou qui adapteront des pratiques inhérentes là, à l'agriculture durable. Il est important de reconnaître pleinement les efforts des entreprises agricoles en matière de protection de l'environnement. Le gouvernement fédéral doit aussi appuyer le gouvernement du Québec, qui a d'ailleurs prévu un projet pilote de rétribution dans le cadre du plan d'agriculture durable. Écoutez, j'habite sur une terre agricole, je suis présidente fondatrice d'un comité de bassin versant, je suis sur le conseil d'administration encore. Fait que je suis donc aux premières loges pour voir comment les agriculteurs font des efforts importants dans la protection de l'environnement, de nos cours d'eau. Je vous remercie. Merci, Madame Sans-Souci. Alors, on va aller avec le thème 3, reconnaître l'importance des travailleurs étrangers temporaires. Oui, un sujet très d'actualité, s'il en est un. Donc, c'est une question où on a regroupé plusieurs questions. Donc, vous allez voir, c'est assez long, mais il y a des enjeux vraiment importants auxquels les producteurs agricoles ont hâte de voir quelles sont les solutions proposées. Donc, la question 3. Les quelques 60 000 travailleurs étrangers temporaires qui œuvrent au pays sont essentiels pour pourvoir les besoins en main-d'œuvre. Il faut permettre le changement d'employeur en cours de saison, le partage de travailleurs et émettre rapidement des permis. Les producteurs ne sont plus dédommagés lors de la période de quarantaine de leurs travailleurs, ce qui n'est pas équitable. Les producteurs agricoles seront encore plus en compétition avec les autres entreprises canadiennes, étant donné l'augmentation du pourcentage de travailleurs étrangers annoncée récemment. Est-ce que votre parti s'engage à offrir mobilité et flexibilité, à continuer de défrayer les frais de quarantaine tant qu'ils sont exigés, à prioriser les entreprises agricoles pour l'obtention de travailleurs étrangers, à alléger les contraintes administratives aux producteurs et à accompagner les producteurs si les normes de logement étaient rehaussées? De plus, la Fédération du l'UPA de la Montérégie produit les rapports d'impôt des travailleurs étrangers temporaires agricoles du Québec et ceux-ci ne peuvent pas être transmis électroniquement, mais uniquement en formule papier. Est-ce que votre parti s'engage à modifier la loi fiscale afin que les non-résidents puissent soumettre de façon électronique leur déclaration fiscale? Alors, on va commencer par M. Lepage du Parti conservateur. Vous avez 2 minutes. Oui, merci. Alors, pour répondre à ces questions, un petit instant. Okay. Offrir mobilité et flexibilité, oui, totalement. D'ailleurs, on veut revoir, on sait que pour les petites fermes, entre autres, ou bien pour les producteurs, à titre d'exemple, des producteurs, je connais des producteurs qui, au niveau des pommes, et qui sont assez petits et qui voudraient s'échanger de la main-d'œuvre étrangère, prêter des travailleurs. Oui, on va regarder ça. Le chef en a fait un engagement, d'ailleurs, là-dessus. On va essayer aussi de réduire les périodes de quarantaine en négociant avec le Mexique, d'autres pays, pour voir et en utilisant des tests rapides pour voir si on ne pourrait pas réduire ça. On veut réduire la paperasse également parce qu'il y a énormément de bureaucratie. Il se fait en sorte que là, on attend, il y a beaucoup de périodes d'attente. Donc, oui, ça, on voudrait essayer de réduire, de simplifier. On est un peu allergique au Parti conservateur au niveau de la paperasse et de la bureaucratie. Donc, on va essayer de réduire ça pour être plus efficace et pour que nos travailleurs, nos travailleurs étrangers puissent commencer rapidement à pouvoir travailler. On veut élaborer aussi une stratégie à long terme pour attirer des travailleurs qualifiés dans le secteur de la transformation de la viande, qui vit actuellement une pénurie d'environ 30 000 travailleurs, ce qui met en péril notre chaîne d'approvisionnement du Canada, puis nous, notre compétitivité à long terme. Et on veut exécuter une stratégie de main-d'œuvre dans le secteur agricole et agroalimentaire, bien sûr, parce qu'on veut mieux soutenir nos agriculteurs et nos transformateurs. Nous allons les aider à assurer qu'ils ont accès aux travailleurs dont ils ont besoin le plus rapidement possible. Merci. Merci, M. Lepage. Alors, on irait avec Mme Boucher du Parti libéral. Oui. Alors, les travailleurs agricoles, vous m'entendez bien, oui? Allô? Très bien.
Oui, OK, parfait. Alors, parlant de pénurie de main-d'œuvre, en fait, c'est un sujet qui est chaud, qui affecte en fait le secteur depuis plusieurs années, bien avant la COVID, là. Et ce n'est pas seulement dans le secteur agricole qui subit ce manque de main-d'œuvre-là, mais tous les domaines confondus. La pandémie a posé des défis sans précédent aux entreprises agricoles et aux chaînes d'approvisionnement, y compris à l'industrie des produits frais. Certains ont subi des pertes importantes en raison d'un manque de main-d'œuvre. Pour d'autres, ils ont réalisé d'importants investissements pour assurer la sécurité de leurs travailleurs, en installant des cloisons, en fournissant des équipements de protection individuelle et des produits désinfectants à leurs travailleurs. La stratégie du parti ne touche pas seulement l'immigration. Il faut aussi faciliter la voie pour des résidences permanentes. Et pour les jeunes, il faut investir dans les programmes d'emploi compétences afin de valoriser l'importance du secteur de l'agriculture pour notre société. L'engagement du parti d'investir dans les services de garde va également faciliter le retour au travail de travailleuses et de travailleurs sur le marché. Également, le gouvernement va investir dans l'innovation, l'automatisation aussi, qui aidera à combler la pénurie de main-d'œuvre. Le Parti libéral s'est engagé dans une réforme des programmes pour les travailleurs étrangers temporaires afin de réduire la lourdeur administrative. Et ça, c'est sûr et certain que ça va être fait. Oui, pour la main-d'œuvre étrangère, mais également là pour la relève agricole. C'est primordial pour assurer la stabilité de notre agriculture de demain. Je vais être là pour assurer les jeunes en démarrage et assurer qu'ils soient capables de vivre de leur entreprise. Le gouvernement met à contribution Financement agricole Canada pour appuyer les productrices et producteurs à travers le Canada. Le programme propose un partage des coûts plus avantageux aux jeunes productrices et producteurs. Quand on prend ça, exemple, 50-50, 70-30 pour les jeunes, c'est une façon parmi tant d'autres. Un conseil jeunesse agricole Canada a été mis aussi en place afin d'avoir les différentes suggestions qui pourraient y être posées. C'est bon. Merci, Mme Boucher. Oui. Alors, on va aller avec Mme Sans-Souci du NPD. Oui. Les producteurs agricoles conviennent qu'il faut prioriser l'embauche de travailleurs locaux dans les fermes de toutes les régions au Canada. Environ 60 000 travailleurs étrangers temporaires qui œuvrent chaque année au pays sont essentiels pour combler les postes vacants. C'est pourquoi un gouvernement néo-démocrate s'assurera que nos politiques et niveaux d'immigration répondent à nos besoins de main-d'œuvre et reconnaît les expériences, contributions et liens établis ici par les personnes immigrantes. Nous travaillerons avec les provinces pour combler les lacunes dans les services offerts et améliorer la reconnaissance des titres de compétences étrangers. Malgré les rapports, les recommandations qui sont connus du gouvernement fédéral, les libéraux n'ont pas amélioré le programme des travailleurs agricoles et temporaires étrangers. Nous avons besoin d'une diversité de travailleuses et de travailleurs au Canada. Tout au long de la pandémie, nous avons été soutenus par des travailleuses et des travailleurs venus d'autres pays pour l'agriculture, les soins et plus encore. Si une personne est assez qualifiée pour venir travailler ici et si elle souhaite rester, elle devrait avoir la possibilité d'avoir sa résidence permanente. Le programme des travailleurs étrangers temporaires doit permettre une mobilité et de flexibilité, bien sûr, car les tâches en agriculture varient au rythme des saisons et selon les différents types de cultures. Les formalités doivent permettre d'accélérer le traitement des dossiers et d'alléger le fardeau administratif pour les entreprises agricoles. L'immigration rend notre pays plus fort et permet à des gens talentueux et de nouvelles énergies de partout dans le monde de stimuler notre économie et de bâtir des collectivités plus dynamiques. Notre pays est l'un des plus diversifiés, nous en sommes plus riches et plus forts. Notre système d'immigration doit être transparent, fondé sur des valeurs de justice, de respect et de dignité, et aussi penser à la réunification des familles. Je vous remercie. Merci, Mme Sans-Souci. Alors, on va aller avec le Bloc québécois, M. Savard-Tremblay. Oui, merci pour la question. Très bonne question. Puis je pense qu'il est très clair que ça a été jusqu'à maintenant. Il y a eu une gestion assez chaotique, assez catastrophique dans ce dossier-là depuis plusieurs mois. Et je dois quand même dire que dès l'été dernier, nous, on portait des propositions concrètes, des mesures pour faciliter le recours aux travailleurs étrangers temporaires, comme l'allègement des études de marché, la mise en commun des groupes de travailleurs pour combiner les entreprises au gré des récoltes, la durée des permis de travail, la priorisation des demandes du secteur agricole. On pense bien sûr que la solution, de par la catastrophe que ça a été jusqu'à maintenant, puis on se rappelle le désastre Switch Health à
à l'hiver dernier, j'avais des appels de fermes de producteurs qui me disaient « ça ne marche pas, puis le système est juste en anglais, puis c'est long, puis là, c'est catastrophique ». Ça l'était en effet. Puis ça a été très, très long, beaucoup trop long. Mais probablement que la solution, puis c'est bien entendu, selon nous, le rapatriement du programme de travailleurs étrangers temporaires en raison de la mauvaise gestion systématique d'Ottawa. Ce n'est pas juste pas un problème qui est nouveau, c'est systématique. Donc, nous, on aimerait que ça soit rapatrié et que ça soit sous le contrôle du Québec. D'ici là, bien sûr, si ça ne se fait pas à court terme, on a quand même quelques très bonnes idées, il me semble, comme les tests biométriques à l'arrivée sur le territoire. Il faudrait aussi traiter les permis de travail à l'arrivée sur le territoire. Il faudrait aussi permettre aux travailleurs de travailler sans permis dans l'attente que celui-ci soit octroyé. Donc, on ne parle pas bien sûr de quelqu'un qui arrive comme ça, mais quelqu'un qui est en attente, pourquoi pas lui permettre en attendant de travailler? Et bien sûr, hausser le plafond de 10 % d'embauche de travailleurs étrangers dans les secteurs non agricoles. Je vous remercie. Merci, M. Savard-Tremblay. Alors, on va passer au thème 4, qui est de défendre et promouvoir des relations commerciales porteuses et équitables. Donc, voici la question. La gestion de l'offre a été appuyée à maintes reprises par la Chambre des communes. Toutefois, cela n'a pas empêché le Canada de concéder 8,4 % de sa production laitière dans les 3 derniers accords de libre-échange. Le projet de loi C-216 visant à exclure la gestion de l'offre n'a pu être finalisé avant le déclenchement des élections. Les conflits commerciaux affectent durement notre secteur. Les producteurs sont soumis à des frais supplémentaires par les grandes chaînes de distribution. Les règles d'étiquetage sur les produits de protéines alternatives doivent être claires et les producteurs doivent être adéquatement protégés contre les intrusions sur les fermes, comme le proposait le projet de loi C-205 qui n'a pas pu être finalisé lui aussi à la suite du déclenchement hâtif des élections. Est-ce que votre parti s'engage à indemniser entièrement les producteurs pour les pertes découlant des accords de commerce et à exclure les produits sous gestion de l'offre de toute autre entente commerciale, à appliquer les règles de réciprocité aux produits importés, à soutenir les secteurs touchés par les conflits commerciaux, à rééquilibrer les relations d'affaires avec les grandes chaînes, à mettre en place des règles d'étiquetage claires pour les produits issus des protéines alternatives, et enfin à protéger les producteurs contre les intrusions sur les fermes. Alors, on va commencer avec le Parti libéral, Mme Boucher. C'est bon. Donc, c'est sûr et certain, en fait, qu'il est primordial d'assurer des relations plus saines entre les détaillants et les petits transformateurs et productrices et producteurs qui sont particulièrement sensibles à l'incertitude créée par les frais qui leur sont imposés. Cela va permettre, en fait, de façon très concrète de régler ce problème-là. Le gouvernement libéral a lancé en 2020 un groupe de travail pour se pencher sur un code de conduite des détaillants. Le ministre Lamontagne et le ministre Bibeau en sont les coprésidents de ce côté. Les ministres de l'Agriculture Canada font donc appel à l'ensemble des acteurs de l'industrie bioalimentaire afin qu'ils conviennent d'une solution complète, concrète et applicable pour tous afin de rendre la chaîne alimentaire plus efficace en améliorant la transparence, l'équité et la prévision. À la concentration de la vente ou quoi que ce soit, c'est là qu'on va être à ce moment-là. À mettre en place des règles d'étiquetage claires pour les produits issus provenant d'ailleurs, c'est fait, c'est placé en fait dans notre plateforme. Soutenir les secteurs touchés par les conflits commerciaux, c'est sûr et certain qu'ils sont tous là. Ils sont justement dans les lancements de différents programmes sur lesquels le gouvernement libéral va être là. C'est sûr et certain que je ne suis pas encore au pouvoir, mais je peux vous dire, par contre, que le Parti libéral au pouvoir va pouvoir changer des choses et faire avancer pour les producteurs et les productrices agricoles bien des règles et des indemnisations. On n'a pas besoin de se faire dire au Parti libéral que vous avez besoin d'indemnisation. On le sait et on travaille pour ça. Alors, de mettre en place un projet, un programme, ça prend un certain temps, mais on y travaille et on va y travailler. Merci, Mme Boucher. Alors, Mme Sans-Souci du NPD. Écoutez, comme je le disais d'entrée de jeu,
Le NPD protégera là, entièrement la gestion de l'offre dans toutes les négociations commerciales parce que on l'a bien vu avec la pandémie, là, c'est vraiment pour nous, c'est un programme collectif qu'on s'est donné, puis c'est une garantie là, d'assurer là, notre souveraineté alimentaire. Les productrices, les producteurs l'ont demandé à plusieurs reprises. J'ai manifesté avec eux à Ottawa. Le NPD va les protéger. Parce que c'est pas juste la gestion de l'offre, je l'ai dit souvent, il ne faut pas qu'elle soit sur la table de négo. Elle ne peut pas être protégée partiellement, protégée sauf que on la protège sauf qu'on sacrifie quelques pourcentages parce qu'il va être tout le point de rupture. Il va être quand on va avoir, ça va être le pourcentage de trop qu'on va avoir sacrifié dans une négociation. Et c'est pour ça qu'il faut, puis je l'ai souvent répété aussi quand j'étais députée, les producteurs ne veulent pas être compensés, ils veulent produire. Et de toute façon, le problème des compensations, c'est qu'elles finissent par arriver. Oui, on me le dit, elles finissent par arriver. Mais quand on vit la difficulté, c'est rapidement qu'il faut que le gouvernement réagisse parce que le producteur, il va embarquer dans sa prochaine saison et s'il n'est pas encore compensé par celle puis des conséquences de la dernière négociation, de la dernière entente commerciale. Puis je vous l'ai dit aussi d'entrée de jeu, on est bien sûr d'accord d'avoir une réciprocité des normes. On a le pouvoir sur nos frontières. Le gouvernement fédéral peut contrôler les frontières. Le gouvernement fédéral peut contrôler ce qui rentre au pays et il faut s'assurer des normes, des produits qui rentrent au pays. Ce n'est pas juste les producteurs agricoles qui le demandent, c'est aussi les consommateurs et les consommatrices. Merci. Merci, Madame Sans Souci. Alors, Monsieur Savard-Tremblay du Bloc québécois. Merci, je suis assez d'accord avec l'intervention que Mme Sans Souci vient de faire. Puis d'ailleurs, je remercie mon collègue au Comité sur le commerce international qui représentait le NPD, qui m'a soutenu dans les démarches concernant ce projet de loi-là. Je vais vous dire, tout à l'heure, j'entendais M. Lepage qui disait qu'il ne faut pas enlever un secteur par force de loi, que c'est comme révéler notre jeu. C'est aussi un argument qu'on a entendu de son collègue conservateur de Rivière-du-Loup qui disait on est tous pour la gestion de l'offre, mais par contre, il faut se garder une marge de manœuvre si jamais il y avait une opportunité intéressante dans un autre secteur. Bon, donc là, finalement, c'est en train de dire que notre projet de loi a raison d'être. Parce que tout le monde est pour la gestion de l'offre, la main sur le cœur, mais au final, quand vient le temps d'agir concrètement, là, il peut y avoir des petites brèches par-ci, par-là, puis inquiétez-vous pas, c'est nous, on va envoyer le chèque. Bon, regardez, moi, je trouve qu'il faut que par force de loi, on bouge là-dessus, on bouge sur ce dossier-là. Puis quand on a déposé ce projet de loi-là, puis d'ailleurs, pas enlever de secteur, les États-Unis ont une loi qui dit ne touchez pas au sucre. C'est écrit dans la loi. L'Union européenne, ils font des votes dans leur Parlement pour mandater les négociateurs en amont. Ils ne se font pas juste arriver qu'un projet d'accord à la fin. Puis je pense qu'une loi va toujours être plus valable que des promesses. J'entendais Mme Boucher tout à l'heure nous dire que dans l'accord avec le Royaume-Uni, il n'y avait pas eu de brèche. C'est normal parce que c'est une adaptation de ce qui avait déjà été cédé avec l'Union européenne. Il va y avoir des nouvelles négociations avec le Royaume-Uni, comme il va y en avoir qui on sait des intentions du côté du fromage, comme il va y en avoir avec le Mercosur, puis on sait qu'il y a qui ont des intentions du côté de l'exportation de volaille. Alors, il nous faut cette loi-là. Malheureusement, à date, on a juste eu des engagements très contradictoires des autres partis par rapport à ça. J'aimerais les entendre dire qu'ils vont voter en faveur du projet de loi lorsqu'on le déposera dans la prochaine législature. Alors, merci, M. Savard-Tremblay. Alors, il reste M. Lepage du Parti conservateur pour le thème 4. Oui, merci beaucoup. Moi, ça me fait toujours un petit peu rire quand j'entends mon ami Savard-Tremblay qui sort le bonhomme 7 heures à chaque fois qu'une élection arrive. Le chef a été clair, notre chef, notre parti a été clair à plusieurs reprises. Aucune concession concernant la gestion de l'offre. Point à la ligne. C'est fini, il n'y en a plus. Et aussi, ça me fait toujours drôle quand j'entends Mme Boucher parler de « quand je vais être au gouvernement ». Bien, madame, ça fait 6 ans que votre gouvernement est là. Les compensations là, auprès des producteurs transformateurs n'ont pas encore été tous payés. Donc, nous, on en prend l'engagement. C'est un engagement sérieux. Et si on forme le prochain gouvernement, parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, aux prochaines élections, là, pratiquement
il y a deux partis politiques qui peuvent être portés au pouvoir. Il y a le Parti libéral et le Parti conservateur. Alors, nous, on prend l'engagement. Dans les 100 premiers jours qu'on va former le gouvernement, on va payer toutes les compensations qui sont dues aux producteurs et aux transformateurs en vertu des ententes, là, suite aux ententes, aux accords commerciaux internationaux. C'est un engagement qui est ferme. On va également, et ça, c'est dans notre plateforme, et je lis, c'est même une de mes priorités dans le comté ici. Là. OK? On en prend l'engagement de travailler au niveau des normes pour les produits alimentaires importés. C'est important d'avoir une réciprocité au niveau des normes et c'est une des choses à laquelle, moi, personnellement, je vais m'attaquer et également notre parti. Merci. Merci, M. Lepage. Alors, on va aller au thème 5. Alors, adapter la fiscalité à la réalité du secteur agricole. Oui, donc, question 5. Le régime fiscal canadien est parfois une embûche pour les producteurs agricoles. Le projet de loi C-208 va apporter un peu plus d'équité, mais il reste maintenant à la mettre en place. D'autres améliorations doivent être effectuées pour favoriser les transferts et la fiscalité des entreprises agricoles. Est-ce que votre parti s'engage à mettre en place rapidement et intégralement le projet de loi C-208 qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021 et à apporter des améliorations afin de favoriser les transferts de fermes et la fiscalité des entreprises agricoles? Alors, on va commencer avec Mme Sans-Souci du NPD. Oui. Oui, bien sûr, notre parti s'engage bien sûr à mettre en place là, le projet de loi 208 qui a finalement eu la sanction royale là, le 29 juin 2021. D'ailleurs, je suis sûre que comme mon ex-collègue Guy Caron, qui a parcouru l'ensemble du pays puis qui vous a sûrement rencontré quand il a fait sa tournée du Québec. En tout cas, il était venu là, dans le comté de Drummond, dans le comté de Saint-Hyacinthe-Bagotte pour parler du projet de loi qu'il avait mis de l'avant justement pour faire en sorte d'enlever cette inéquité-là dans les transferts qui existaient de ferme. Et en tout cas, j'étais bien heureuse de voir qu'il y avait que ce projet de loi finalement a été repris et a fini par être adopté. Au niveau d'une réforme de la fiscalité, la loi fiscale au Canada, je pense qu'ils sont rendus à près de 2000 pages. Et le problème de la fiscalité au Canada, c'est qu'on l'a rafistolé, puis rafistolé, puis rafistolé, puis rafistolé depuis toujours. Mais moi, je pense que ça prend vraiment un coup de barre. On doit, parce que le problème avec le rafistolage, c'est qu'on se retrouve avec des incohérences. Et à un moment donné, on ne peut pas, projet de loi par projet de loi, essayer de régler toutes les incohérences, comme celle, par exemple, là, du transfert des fermes ou comme plusieurs autres incohérences par rapport à la fiscalité des entreprises agricoles. Nous, au NPD, on prône un véritable coup de barre de repenser notre fiscalité pour s'adapter aux nouvelles réalités des entreprises d'aujourd'hui, aux nouvelles réalités aussi en fonction de la relève, en fonction de la façon d'être en corporation. Donc, c'est vraiment une réforme fiscale en profondeur et pas seulement pour les entreprises agricoles. Je vous remercie. Merci, Mme Sans-Souci. Alors, M. Savard-Tremblay du Bloc québécois. Écoutez, à 100 bien sûr, le projet de loi C-208, qui est un projet de loi, bien sûr, conservateur, mais qui a été coparrainé par le Bloc. Nous, on vous dit toujours, on ne fonctionne pas à l'étiquette. Quand c'est bon pour le Québec, on est pour. Quand c'est pas bon pour le Québec, on est contre. Et le fait qu'on ait pu le faire passer à autant d'étapes, malgré la volonté du gouvernement, c'est quand même un signe que les oppositions dans un Parlement, c'est un certain rôle, que le pouvoir, il est dans le Parlement. Il n'est pas nécessairement seulement au gouvernement. Et de tout l'intérêt qu'on a à avoir un gouvernement minoritaire avec des oppositions fortes pour arriver à ce que le gouvernement ne soit pas le seul maître à bord. Et puis, donc, bien entendu, on va continuer à travailler là-dessus. Puis, c'est pas une priorité qui est récente dans ce qui concerne le Bloc. Là. Mon collègue Xavier Barsalou-Duval, qui est député de Verchères, avait déjà déposé dans l'ancienne législature, donc de 2015 à 2019, avait déposé le projet de loi C-275 qui modifiait la loi de l'impôt sur le revenu sur la transmission d'entreprise. Donc, comptez sur nous, on va être là pour repousser en faveur et non pas repousser, mais pousser à nouveau
nouveau en faveur de ce projet de loi-là qui a été adopté, mais on va surveiller de près les soi-disant propositions de modification que les libéraux veulent amener. On craint ce qui pourrait être là-dedans. On espère que ça ne va pas le dénaturer. Mais bien entendu, on va être là pour être en faveur de ce projet de loi-là qui est un combat de longue haleine, un combat de longue date pour nous. Donc, bien sûr, puis pour ce qui est des améliorations pour favoriser le transfert des fermes et la fiscalité des entreprises agricoles, c'est à 100% dans notre programme parce que c'est pas normal que ce soit aujourd'hui plus simple de vendre à l'étranger que de transférer à sa propre famille. Comptez sur nous. Merci, M. Savard-Tremblay. Alors, on va aller avec M. Lepage des conservateurs. Oui, merci. Bien sûr qu'on peut mettre en place rapidement ce projet-là, le projet de loi de C-208, puis tu me corrigeras, Simon-Pierre, mais je pense que ça a été proposé par le député Maguire du Parti conservateur, quelqu'un du Manitoba, si ma mémoire est fidèle, j'y vais de mémoire. Mais bien sûr que nous, d'ailleurs, quand on a eu la sanction royale, on s'est étonné, on voulait, c'était la sanction royale, donc ça devient force de loi. Puis quand on a vu que le Parti libéral ne l'a pas appliqué, ça nous a, on s'est dit, on était aux aguets. Et quand ils sont venus, puis ils nous ont dit qu'ils voulaient apporter des modifications après les élections, s'ils sont réélus, apporter des améliorations, puis pas des améliorations, mais des modifications qui pourraient avoir des effets rétroactifs, ça nous fait peur. Ça nous fait très peur. Donc, bien sûr que c'est un projet de loi qu'on va supporter. Ce n'est qu'un premier pas, par exemple, parce qu'après ça, oui, apporter des améliorations afin de favoriser les transferts de fermes et la fiscalité des entreprises agricoles, absolument. Surtout, là, il faut favoriser, protéger les fermes familiales et limiter les impacts fiscaux à cet effet-là. Donc, totalement. Ça prend au comté ici de Saint-Hyacinthe, ça prend une voix forte au sein d'un gouvernement. Il faut gouverner. C'est aussi simple que ça. Donc, ça prend, je pense que le comté de Saint-Hyacinthe mérite plus, mérite d'être assis à la table des décideurs et ainsi, on va pouvoir faire passer là, ce type de projet de loi-là rapidement. Merci. Merci, Monsieur Lepage. Alors, la dernière intervention pour cette question-là, Madame Boucher, des libéraux. Oui, alors le projet C-208 qui instaure les modifications à la loi du régime fiscal afin de faciliter en fait certains transferts internationaux, c'est passé, c'est accepté. Donc, les actions qui sont pour être capable de transférer par le parent sont des actions admissibles de petites entreprises ou des actions d'une société agricole de pêche minière. L'adoption de ce projet de loi, c'est une bonne nouvelle puisque la relève est un enjeu de longue date. Cela dit, plusieurs exclusions, c'est sûr qu'il y en reste et on va y travailler de ce côté, comporte une clause qui limite l'admissibilité à l'exonération des gains en capital. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a ce petit bout-là qu'il faut travailler, puis il y a encore des choses à faire là-dessus. Et c'est sûr et certain que lorsque j'ai rencontré plusieurs jeunes de la relève agricole lors du suprême laitier qui a eu lieu à Saint-Hyacinthe, on a eu des discussions à l'intérieur de ça pour être capable de parler avec ces jeunes-là. Et plusieurs jeunes sont prêts à prendre la relève de l'entreprise agricole et bien certainement que les entreprises agricoles, ce n'est pas la petite ferme, il y a des grosses entreprises. Alors, il faut faire attention pour que ces jeunes-là puissent être capables de reprendre la ferme, les fermes laitières, les fermes qui appartiennent. Pour ce qui est de l'endroit, et je réitère un petit peu ce que M. Lepage a mentionné, moi, si je suis candidate libérale dans le comté de la circonscription, en fait, c'est pour être à la table de négociation, être en avant, avoir les deux mains sur le volant et pas être sur la banquette en arrière et faire voir les différentes décisions qui vont se prendre. Je vais être vraiment partie prenante et représenter les productrices et les producteurs agricoles ainsi que les citoyennes et citoyens de la circonscription au Parlement. Merci. Merci, Madame Boucher. Alors, je vais laisser la parole à Jérémy pour les questions de la salle. Oui, bien, merci beaucoup aux candidates et aux candidats pour les réponses que vous avez données très détaillées par rapport aux questions qui avaient été « On a jusqu'à maintenant une question qui vient de l'audience, donc je vais vous la lire. Elle provient de
de M. François Nadeau, qui est président des éleveurs de porc de la Montérégie. Donc, la question, je crois qu'elle s'adresse à tous les partis. Comment allez-vous faire pour convaincre le gouvernement de mettre en place un programme d'aide ponctuel aux producteurs lorsque ces derniers sont pris en otage par une guerre commerciale ou diplomatique, par exemple le conflit Chine-États-Unis en 2019-2020, dans les cas de fermeture des marchés d'exportation, comme vers la Chine en 2019, ou encore une crise due à une grève d'usine d'abattage, exemple Olimel-la-Vallée-Jonction. Il y a des pertes de revenus pour les producteurs, il y a des prix qui sont souvent à la baisse, il y a des augmentations des coûts pour les producteurs. Plusieurs représentations ont été faites dans les dernières années à Mme Libault, mais aucun retour du gouvernement. Comment allez-vous pouvoir convaincre le gouvernement de soutenir les producteurs dans ces situations hors de notre contrôle? Alors, on commencerait avec le parti 3, M. Savard-Tremblay. Je vois, bien évidemment, quand il y a un problème lié, puis je remercie monsieur pour sa question, quand il y a un problème qui est lié à une crise comme ça, une guerre commerciale, puis moi j'ai siégé, je suis porte-parole du Bloc québécois en commerce international, donc des guerres commerciales, on en a étudié plusieurs au sein de mon comité, donc c'est une question que je connais bien. On va dire aussi dans le cas de la Chine, dans le cas précis, étant donné que c'est une question, j'imagine, d'un producteur porcin, dans le cas de la Chine, qui est le principal marché d'exportation pour ce qui est du porc, on peut dire que les relations commerciales sont un petit peu plus complexes qu'avant. Ça a déjà été très bon. Les relations entre les deux pays ont déjà été excellentes. Maintenant, c'est beaucoup moins bon que ça l'était. La perspective d'un accord de libre-échange entre les deux pays semble être ne plus être dans l'air, puis peut-être heureusement, parce que c'est un accord qui aurait sans doute été porteur de plusieurs dangers, bien sûr. Mais je vous dirais que dans le cas, s'il arrive quelque chose comme ça, il faut immédiatement un programme d'aide. Si on s'entend là-dessus, il en faut un rapidement pour compenser pour les pertes qui pourraient être occasionnées. Ensuite, de façon générale, bien sûr, je pense qu'il faudrait un soutien à la diversification des exportations. Parce que dépendre d'un seul marché, ça peut être problématique. En fait, c'est problématique. Quand on dépend, par exemple, très grandement de la Chine, ça va faire bien entendu que si la Chine décide qu'eux autres, ils n'en veulent plus, ça crée une difficulté assez considérable. La capacité d'abattage, maintenant, c'est quelque chose sur lequel on veut, puis la pandémie a exacerbé ce problème-là, c'est quelque chose sur lequel on veut véritablement se pencher au cours de la prochaine législature. On pense qu'il faut étudier la possibilité d'accorder à certains abattoirs provinciaux dans des régions limitrophes l'accès au marché d'autres provinces. Il faut négocier avec le Québec la bonification du programme d'appui à la compétitivité des abattoirs régionaux lors du renouvellement du prochain partenariat pour l'agriculture. Et à partir des témoignages qui ont mené au 4e rapport du Comité permanent de l'agriculture sur les défis de la transformation, il faut demander une étude spécifique sur la capacité d'abattage. De bien sûr avec les... Bon, merci, M. Tremblay. Alors, on va aller avec M. Lepage des conservateurs. Oui, parfait. Merci beaucoup, M. Nadeau. C'est une excellente question et surtout, là, avec, si on regarde les relations que l'on a présentement avec la Chine qui sont extrêmement problématiques. C'est sûr que je suis entièrement d'accord avec M. Savard-Tremblay que ça prend des programmes d'aide, absolument, totalement. Il faut diversifier les marchés. C'est pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement canadien et nous, on va continuer dans cette voie-là. On essaie de trouver, d'avoir d'autres accords commerciaux présentement avec l'Amérique du Sud. On regarde ça. Et pour diversifier les marchés, pas être seulement dépendant de la Chine. Bien sûr, pour améliorer nos relations avec la Chine, là, il faut aller chercher de nos alliés. Avec eux, mais pas seuls, avec nos alliés. Donc, l'appui de nos voisins américains va nous aider énormément. Donc, il faut le faire avec les États-Unis. Il faut penser aux 2 Canadiens qui sont là présentement et puis qui ont même, si ma mémoire est fidèle, ils ont la prison à vie, peut-être même la peine de mort, là, je ne le sais pas, mais ils sont loin d'être sortis, ces gens-là. Donc, c'est extrêmement problématique avec la Chine. On ne peut pas faire ça tout seul. Pour être réaliste, on va le faire avec nos alliés. Également, au niveau de la capacité d'abattage, c'est dans notre programme d'encourager et d'augmenter le nombre d'abattoirs, mais ça, on va le faire avec le gouvernement du Québec, bien sûr, parce que c'est une juridiction québécoise. Merci. Merci, M. Lepage. Alors, Madame Boucher, du Parti libéral. Oui, alors, je peux vous mentionner, et merci beaucoup pour la question. Le gouvernement fédéral, en fait, Parti libéral, a toujours eu le leadership du gouvernement dans l'orientation de ses efforts pour les provinces et les territoires, puis a permis d'améliorer
les différents programmes d'assurance revenu des producteurs agricoles. C'est sûr et certain que ça en vient quand même un gros dossier, mais les exportations agricoles et agroalimentaires ont atteint 74 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une augmentation de 10 par rapport à l'année précédente, ce qui nous permet presque d'atteindre notre objectif de 75 milliards de dollars d'ici 2025, l'objectif que le Parti libéral s'était donné. La stratégie agressive, en fait, de diversification des exportations est soutenue par des investissements de plus de 1,1 milliard de dollars et comprend une demi-douzaine de nouveaux délégués commerciaux agricoles dans le monde et des programmes Export-Can pour soutenir les exportations des petites entreprises agricoles et alimentaires. Soyez assurés que c'est sûr et certain que s'il y a un domaine sur lequel il y a des pertes de revenus, le gouvernement libéral est toujours là. Il l'a été pendant la COVID, ce qu'on a vécu dernièrement, mais il le sera pour les prochains événements qu'il peut y avoir. Donc, ça pour vous dire, en fait, que le gouvernement est là pour stabiliser, en fait, les revenus pour pas que ça augmente encore une autre fois un stress pour les producteurs agricoles et productrices, là. Donc, on fait quand même attention à ce niveau-là. Et aussi, je vous dirais qu'il y a j'aurais plus le temps de le dire. Donc, on est là. Merci, Mme Boucher. Alors, Mme Sans-Souci du NPD. Oui. Je vous remercie, M. Nadeau, pour votre question, parce qu'effectivement, depuis le début de nos échanges, on a parlé beaucoup des impacts là, des accords internationaux sur les secteurs sous gestion de l'offre, mais il faut penser que lors d'un traité international, bien, beaucoup de secteurs sont touchés. Puis je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur l'importance des compensations est vrai aussi pour les autres secteurs, parce que oui, effectivement, dans certains des accords internationaux, certains secteurs sont sortis gagnants, d'autres perdants, mais il faut toujours tenir en compte quels sont les impacts pour un secteur d'un accord international, quelles compensations doivent être données, mais aussi on doit s'assurer que ce soit fait rapidement. Et pour moi, de se doter de mécanismes de réaction rapides, souples, vient nous permettrait, même si c'est après un accord international qu'on peut voir venir, bien, de mettre en place un système rapide pour répondre aux enjeux nous permettrait de voir quand il y a une crise ponctuelle comme celle qu'on a vécue avec la Chine ou lors de la grève, bien, il faut faire en sorte que le gouvernement puisse réagir rapidement pour venir en soutien là, au secteur touché par un enjeu. Parce qu'on l'a vu avec une crise mondiale comme la pandémie, on a vu beaucoup de pays refermer leurs frontières, être plus protectionnistes. Donc, les échanges internationaux vont être teintés de cette nouvelle façon de voir dans les prochaines années. Il faut donc que le gouvernement s'assure de pouvoir répondre rapidement parce que c'est quand la crise arrive que les producteurs ont besoin, pas dans 1 an ou 2 quand on va avoir fini d'y penser. Je vous remercie. Merci, Madame Sans-Souci. Il ne semble pas y avoir d'autres questions de l'audience, donc on passerait au point suivant. Donc, on serait rendu au mot de la fin des candidats. Donc, chaque candidat a 2 minutes pour nous dire un petit mot en conclusion. Alors, on va commencer par M. Lepage du Parti conservateur. Alors, merci beaucoup. Ce qui est évident, c'est que présentement, il y a 2 partis politiques qui peuvent former le gouvernement. Il y a le Parti libéral, il y a le Parti conservateur. Ce que les agriculteurs et le comté ont besoin, les agriculteurs, les producteurs et le comté ont besoin présentement, ce ne sont pas des demandeurs, ce sont des faiseurs. Alors, ça prend des gens qui sont au gouvernement pour pouvoir décider et agir. Ce que nous voulons faire présentement, c'est d'agir au niveau de renforcer l'autosuffisance alimentaire en implantant à Saint-Hyacinthe un centre national de recherche et développement sur l'autosuffisance alimentaire. On parle d'un investissement initial de 7 millions, créateur d'emplois, ici même à Saint-Hyacinthe. Compenser dans les 100 prochains jours, c'est-à-dire où on va former le gouvernement,
donner les compensations aux producteurs et aux transformateurs, les compensations auxquelles ils ont droit et qui n'ont pas été faites par le Parti libéral. Faciliter et réduire les semaines d'attente, réduire la paperasse, réduire la bureaucratie au niveau de la main-d'œuvre étrangère afin d'aider nos producteurs agricoles, c'est extrêmement important. Bien sûr, notre projet de loi C-208 qu'on va suivre et qu'on va s'assurer, et c'est surtout si on forme le gouvernement, on va l'appliquer. Et la réciprocité au niveau des normes, bien sûr, on va travailler là-dessus. Merci beaucoup. On a besoin de vous. Merci. Merci, M. Lepage. Alors, on irait avec Mme Boucher du Parti libéral. Oui, alors je vous remercie de la chance que vous m'avez donnée aujourd'hui de m'adresser à vous et je vous invite à poursuivre votre excellent travail. Malgré la pandémie, le secteur agricole a fait preuve d'une résilience et d'une force afin d'offrir des produits agricoles de haute qualité aux Québécoises et Québécois. L'agriculture est au premier plan et vous méritez d'être fortement représenté au gouvernement, là où les décisions se prennent. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé des autres partis, parce que nécessairement, ça ne vaut peut-être pas la peine d'en parler. Si vous voulez être aux commandes et non sur la banquette en arrière, bien, c'est avec le Parti libéral que ça avance. Pour répondre en fait à la vision du Parti conservateur, en 2015, on s'était engagé à réinvestir dans la science. Comme promis, on a réengagé près de 75 scientifiques. On a investi massivement dans la super grappe de recherche sur les protéines. On a réouvert le centre de recherche de Frélisburg en Estrie que les conservateurs avaient fermé. On a investi sur la ferme Normandin au lac Saint-Jean. On a mis en place les laboratoires vivants, dont celui du lac Saint-Pierre, où l'UPA fait partie. Et ça, c'est un exemple, en fait, qui pourra se replacer. L'automne dernier, on a injecté 185 millions pour ramener des scientifiques sur les terrains. Donc, le 20 septembre prochain, votez pour le parti qui a les moyens de réaliser vos ambitions et qui a votre intérêt à cœur. Je suis avec vous et je serai là pour vous. Nous avançons ensemble le 20 septembre prochain. Merci. Merci, Mme Boucher. Alors, on irait avec Mme Sans-Souci du NPD. Merci. Nous le savons qu'il est essentiel de soutenir nos systèmes alimentaires locaux pour que les gens d'ici aient accès à des aliments sains et abordables. Pour nous, il est important de travailler à établir des liens entre la population et le monde agricole. Les programmes de gestion de risque doivent être bonifiés, bien sûr, car les entreprises agricoles sont de plus en plus confrontées à de nouveaux types de risques qui peuvent affecter considérablement leur situation financière, que ce soit l'enjeu de la biosécurité des élevages, les conflits commerciaux, les aléas climatiques, la crise sanitaire, etc. Le programme des travailleurs étrangers temporaires doit permettre plus de mobilité, de flexibilité et les formalités doivent permettre d'accélérer le traitement des dossiers et d'alléger le fardeau. Brigitte, on t'a perdu ton micro. Et moi, j'ai perdu le minuteur. C'est correct, on tient, nous autres. Ton micro, Brigitte. Je ne m'y touche pas, pourtant. C'est correct. OK. Le gouvernement fédéral doit accroître le soutien agro-environnemental aux provinces dans le contexte où la plupart des pratiques agricoles bénéfiques pour l'environnement engendrent des coûts et des risques pour les entreprises agricoles. Le NPD fête cette année ses 60 ans d'existence. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on n'est plus dans un système bipartite. On a le choix entre 3 types de gouvernement. Mais il est important de rappeler que nous sommes élus issus des groupes d'agriculteurs qui ont formé des alliances avec les groupes ouvriers. L'agriculture, c'est dans notre ADN depuis la Première Guerre mondiale, quand le secteur agricole s'est organisé politiquement pour demander de modifier les structures de tarifs douaniers qui rendaient la vie dure aux agriculteurs économiquement. Au NPD, nous défendons donc depuis plus de 100 ans l'agriculture. C'est vital pour notre économie régionale. Merci. Merci, Madame Sans-Souci. Alors, M. Savard-Tremblay du Bloc québécois. Alors, je vous remercie tout d'abord à vous. Merci aux productrices, merci aux producteurs, merci à l'ensemble de mes collègues, Mme Boucher, Mme Sans-Souci, M. Lepage, merci d'avoir été là. J'aurais aimé être avec vous en personne, puis peut-être un jour, on se serrera même la main. Ça sonne étrange, dit comme ça. Ça semble être dans un autre univers.
peut-être un retour rapide sur... J'ai beaucoup ri quand même sur l'accusation du bonhomme 7 heures. J'ai quand même trouvé ça drôle parce que le film des promesses sans cesse de On n'y touchera pas, vous avez joué dedans. Vous avez assez joué dedans. Il faut maintenant que par force de loi, ça se fasse. Puis pour revenir sur cette idée qu'il faut à tout prix être du côté d'un parti de gouvernement, moi, je préfère vous dire aujourd'hui que vous élisez un représentant. Vous choisissez des gens pour porter votre voix. Je trouve ça étrange d'entendre deux candidats de deux partis qui disent « Si je deviens député, mais que mon parti est au pouvoir, je vais servir à rien. » Bon, je trouve ça un peu particulier comme approche, d'autant plus que ces deux partis-là ont été dans l'opposition de nombreuses fois. Puis dans des gouvernements minoritaires, ils ont gagné des points des fois. Le Bloc en a gagné, le NPD en a gagné d'autres. Ça fait partie de la démocratie. Puis étant donné la bonne quantité de bonnes idées qu'on a entendues aujourd'hui, j'ai envie de vous dire de faire confiance au Bloc pour surveiller et non pas être uniquement des demandeurs, mais des proposeurs et des gens qui mettent de la pression quand il en faut. Je vous remercie. Merci, M. Savard-Tremblay. Alors, je vais laisser la parole à M. Letellier. Oui, bien, c'est déjà l'heure de la fin du débat. Donc, premièrement, je remercie toute l'équipe qui a participé à l'élaboration du débat. Donc, Geneviève qui a participé à la co-animation, également André, Martine et Martin qui ont représenté l'équipe technique en quelque sorte. Merci beaucoup. Un très gros merci à chacun et chacune des candidats. Donc, Mme Boucher, Mme Sans-Souci, M. Savard-Tremblay, M. Lepage. Vous avez démontré un bel intérêt aux enjeux agricoles qui touchent les producteurs de la Montérégie. Je vous souhaite la meilleure des chances pour les élections du 20 septembre. Je pense que peu importe qui est élu, on va être bien représenté au gouvernement en agriculture. Finalement, je remercie tous ceux qui ont participé, qui ont visionné le débat. Je pense que vous avez matière à réflexion quant aux plateformes qui ont été présentées et aux positions de chacun des partis. Je vous souhaite un bon automne, des belles récoltes et également un bon vote. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée.